Bonjour, bienvenue sur les podcasts Mountain Changemakers, le média de la transition des territoires de montagne. Talk to You, c'est un rendez-vous avec un acteur économique, politique ou associatif avec qui nous décryptons les enjeux liés à l'évolution de nos territoires. Changement climatique, biodiversité, bouleversement économique, diversification touristique, mobilité, crise du logement, l'ensemble de ces sujets font partie de nos entretiens réguliers pour mieux comprendre les changements auxquels nous devons faire face. J'ai tendu mon micro lors du festival Femmes en montagne à Annecy. C'est donc la voix d'une femme que vous allez entendre, celle de Natacha Blangonnet, présidente de l'association Mountain Sisters. À Mountain Changemakers, on pense que la transition ne se fera pas sans elles. Ces femmes en montagne qui portent des projets, diffusent des idées et tentent de se frayer un chemin pour déplacer les montagnes. Nous soutenons donc celles qui les soutiennent. Salut Natacha, bienvenue. Salut Caroline, ça va? Très bien, merci. Et toi? Mountain Sisters, donc l'association que tu présides, a été créée en 2021 sous l'impulsion de 9 professionnels de la montagne et cherche à rassembler et créer un collectif bienveillant, ouvert à la diversité pour faire rayonner le travail des femmes en montagne. C'est un vaste projet qui trouve tout son sens au sein du festival Femmes en montagne. Quel était le constat de départ lorsque l'asso a vu le jour en 2021 ? Le constat, en fait, qu'on a posé avec mes 8 collègues, c'est qu'on était très nombreuses à travailler dans le milieu de la montagne et que peu de femmes prenaient la parole dans les instances officielles, que ce soit des offices de tourisme, des réunions professionnelles, des regroupements, alors que souvent on avait préparé le travail de fond et que malheureusement on avait peu l'opportunité de pouvoir le présenter. Et ce constat a-t-il évolué ? Peu, malheureusement. Aujourd'hui, les femmes ont besoin d'exprimer ce qui se passe dans leur quotidien professionnel, en constatant déjà simplement les inégalités salariales en fait qui sont encore existantes aujourd'hui. On vient de passer le fameux jour de dépassement où les femmes commencent à travailler gratuitement. Le 11 novembre. Voilà, exactement. Et en fait, à l'échelle mondiale, ça représente quand même des écarts de salaire à compétences égales et postes équivalents de 22%, et c'est 14% en France. Donc ça, c'est un premier constat d'inégalité sur lequel on a un travail de fond à mener. En parallèle, nous, on s'est rendu compte dans les études qui ont été menées par Mountain Sisters que la perception en fait de la parole des femmes n'était pas la même entre ce que les femmes percevaient, analysaient et ce que les hommes percevaient et analysaient en entreprise, ou pour la majorité des hommes, c'est-à-dire 96% qui ont été interrogés à cette occasion, pensent qu'en fait la parole des femmes est assez écoutée. En parallèle, les femmes estiment à 34% seulement que leur parole est entendue. Donc là, on se rend compte que cette différence, elle vient forcément d'une analyse qui n'est pas la même pour les uns et pour les autres. Vous aviez ce chiffre sur la représentation des femmes dans le milieu du tourisme en montagne. 75% des postes sont attribués aux femmes dans le secteur du tourisme. Et pourtant, c'est seulement 33% même des postes de direction qui sont occupés par des femmes. Bon, ça s'explique par différents biais, notamment des biais sociaux, des biais d'éducation, ce fameux plafond de verre qui va faire que la parole des femmes ne s'exprimera pas, leur talent ne s'exprimera pas. Et ça, c'est vraiment un sujet, alors sociétal, c'est certain, mais pour moi, ça reste aussi un sujet d'entreprise parce que ça veut dire que la société, au sens large comme au sens restreint, va finalement se priver de talents qui ne peuvent pas s'exprimer. Et ça, c'est vraiment un manque à gagner et c'est franchement dommageable. On sait aujourd'hui par toutes les études qui sont menées que les femmes vont amener un management différent, vont amener une perception collective différente. Les femmes ont souvent été éduquées pour prendre soin des autres, ce qui aujourd'hui est un biais certes, mais aussi une force et un avantage de travailler sur un collectif qui est bienveillant et qui est accompagnant. Et je pense que ce sont des points qui sont très importants aujourd'hui pour guider aussi une transition de montagne, pour faire que la montagne aujourd'hui ne soit pas qu'un terrain de jeu de trailer et de sport extrême ou élitiste. La montagne, pour moi, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de partage, c'est un lieu social. Et dans le vécu que j'en ai, et depuis quelques décennies, ce que je vois, c'est qu'on a perdu cet aspect-là pour se concentrer uniquement sur l'aspect sportif et terrain de jeu. Pourquoi est-ce que la montagne est un catalyseur de ces inégalités ? Quand on vit en montagne, on a des contraintes d'équipement, alors au sens pratique, au sens service,
des contraintes d'accès qui sont beaucoup plus impactantes en fait que quand on est en ville. Et on ne peut pas s'attendre à trouver dans une station où on va avoir 500 habitants à l'année ou plus des services qu'on va trouver ne serait-ce que dans une ville de fond de vallée comme Bourg-Saint-Maurice, comme Albertville. Et ça impacte directement la carrière des femmes qui portent beaucoup la vie de la famille, qui sont dans le soin, dans l'accompagnement de la vie de famille et qui souvent ont mis leur carrière professionnelle en retrait par rapport à celle de leur conjoint et portent cette charge mentale. Donc si les infrastructures et les services sont inexistants en station, c'est compliqué pour elles, ne serait-ce que de pérenniser une activité régulière et professionnelle. Je repense toujours à un exemple d'une collègue dans ma vie précédente qui, lorsqu'on l'a sollicitée pour travailler avec nous durant la saison d'été dans une station d'altitude très connue et très haute, elle m'a simplement répondu « Mais Natacha, comment est-ce que tu veux que je vienne travailler avec toi ? Il n'y a pas une garderie d'ouverte l'été sur cette vallée ?» Et ça, c'est commencer par ça. C'est déjà commencer à répondre en fait aux problématiques professionnelles, non seulement des femmes, mais également des entreprises. Parce que derrière tout ça, on a un système économique qu'on a besoin de nourrir, qu'on a besoin de dynamiser. On a besoin d'intégrer en fait des personnes compétentes, disponibles, pour pouvoir faire tourner nos économies de montagne et nous permettre à tous de rester vivre en montagne. Il faut donc un changement systémique qui peut être favorable aussi aux hommes. En fait, tout le monde a y gagné. C'est-à-dire que les hommes comme les femmes en tant qu'individus, en tant que personnes, en tant que salariés, et également les entreprises. Parce que l'implication aujourd'hui qui commence un peu à faire défaut sur les transitions générationnelles, cette implication dans les entreprises aujourd'hui, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est de trouver effectivement des personnes qui soient compétentes, qui soient créatives, qui soient investies dans leur quotidien. C'est quelque chose qui est vraiment un enjeu fondamental. Fidéliser. Qui plus est, parce qu'on peut parler bien sûr de nos collègues saisonniers, mais on a aussi bien entendu ceux qui sont avec nous à l'année, ceux et celles qui sont avec nous à l'année, et qu'on a besoin de fidéliser avec des services dans la station, un accompagnement qui va faire que cette implication dans la dynamique économique de la station sera vraiment efficace. Donc il y a bien un effet de structure, c'est-à-dire que effectivement, si vous avez des garderies qui sont ouvertes jusqu'à 17h ou 18h et que vos équipes en restauration, elles travaillent jusqu'à 21h ou 22h, comment est-ce que vous faites ? Et il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans ton discours, c'est l'éducation. Éduquer les jeunes filles, il faut aussi les éduquer à ces sujets-là. Toi, tu enseignes aussi dans une école hôtelière, il me semble, tu disais en marketing. Oui, complètement. En fait, les jeunes filles et les jeunes garçons, je suis comme tout le monde, j'ai baigné dans ces a priori sociaux et culturels. J'ai eu la chance de pouvoir les regarder d'un peu plus loin en partant à l'étranger et en revenant en France. Et pour moi, ça a été vraiment quelque chose de percutant. Effectivement, il faut transmettre cette prise de conscience, cette lucidité, cette prise de hauteur également, et enseigner. Pour moi, c'est arrivé cette année un peu par l'évolution un peu professionnelle que j'ai eue, puisque j'ai quitté une entreprise que j'avais soutenue, accompagnée, développée commercialement pendant 15 ans. Et l'opportunité s'est enfin présentée à moi. On me l'avait proposé par le passé, mais le temps est rare, de partager mon expérience et mon expertise avec une classe d'étudiants en master international d'hôtellerie de l'Université de Savoie, l'IAE, et ça a été une expérience vraiment très sympathique. Et c'est vrai qu'on en avait discuté ensemble. Un master 2 vous prépare à rentrer sur des postes de décision. J'ai une majorité d'étudiantes, les 2/3 à peu près de la classe, et c'est vraiment très chouette d'avoir cette mixité, qui me disaient, moi j'aimerais être assistante de direction, etc. Et effectivement, la première réflexion que je leur ai dit, j'ai laissé tout le monde s'exprimer, j'ai dit, mais vous ne serez pas des assistantes, vous serez des directrices. Vous serez des leaders dans vos métiers parce que vous avez un niveau qui va vous amener vers une expertise. Et aujourd'hui, je suis là pour vous partager l'expertise que j'ai pu acquérir au fil des années. Vous avez démontré, vous allez démontrer, et vous allez devoir certainement passer plus d'énergie à démontrer en plus la qualité de votre travail. Donc vous serez des experts et des expertes. Donc soyez ambitieux et dépassez les situations. C'est ce qu'on peut transmettre en tout cas, et c'est, je pense, avoir une vision aussi qui va dépasser ce qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire l'améliorer, le transcender, parce que rien n'est immuable. Et comment faire justement pour que cette lutte pour une égalité ou tout au moins une équité, en fait, elle devienne une évidence et non plus un combat ?
pour que ça devienne une évidence, déjà, je pense que démocratiser les chiffres, les constats, les factualiser, c'est déjà pour moi la première chose. Des faits, rien que des faits. Et pour nous, ça a été vraiment important de comptabiliser tout cela. Ça nous a surpris aussi au démarrage, et je pense que ça a surpris beaucoup de monde en montagne, parce que on imagine toujours vivre dans un milieu ouvert, on reçoit des milliers de gens chaque année, on est vraiment traditionnellement une zone de passage et d'ouverture, d'accueil. Et en fait, on ne se rend pas compte de ces chiffres-là. On a des idées préconçues. Il faut factualiser, et la prise de conscience, pour moi, passe par là. Et puis, c'est aussi de partager et de conscientiser ces constats-là avec nos hommes, parce et je dis nos hommes parce qu'on vit avec eux. Et pour moi, c'est super important. C'est un collaboratif qui est d'une richesse incroyable, parce qu'on a des visions qui ne sont pas les mêmes. Et la grande richesse des entreprises aujourd'hui, c'est cette mixité d'idées. Tu m'as parlé des sisters là tout au long de cet entretien. Est-ce qu'il y a aussi des brothers à Mountain Sisters? Quelle est la place des hommes? En fait, on est hyper ouverte. Je pense qu'il y a... La place, elle est là, elle est faite. Ils sont attendus, ils sont vraiment bienvenus. On a peu d'hommes, on a généralement 1 ou 2 adhérents par année. Et on serait vraiment ravis d'en avoir plus pour pouvoir échanger, confronter aussi nos idées, parce que c'est de la confrontation que naît le débat. Et ça, c'est important de pouvoir débattre et échanger des points de vue plutôt que de rester sur des incompréhensions, en fait. Donc, on les voit nous suivre, on voit la curiosité, et la curiosité aussi de savoir quelle est la réflexion, quelle est la philosophie, quel est l'état d'esprit, en fait, de notre association, de ses adhérentes, puisqu'on est une majorité de femmes. Ce qui m'importe, c'est d'avoir une dynamique, une synergie qui soit constructive, et c'est de cela dont on a besoin dans cette société, c'est de retrouver une synergie qui soit constructive. C'est pas de se retrouver face à face sur des combats, du tir tendu, c'est pas ce qu'on cherche, pas du tout. On veut une mixité, on veut une certaine harmonie. Et en montagne, on a la chance, pour celles qui sont parmi nous sur les Alpes du Nord, d'avoir une écoute. On peut pas dire que ce soit de la mauvaise foi, pas du tout. C'est simplement que ce ne sont pas des évidences. Et on va créer des réflexes d'évidence, de se dire « Ah, mais tiens, dans ce débat, il n'y a pas une seule femme, c'est quand même dommage. Il y a des expertises qu'on pourrait entendre. On connaît des femmes, on a besoin de les référencer, de leur donner la parole pour qu'elles partagent d'autres points de vue. » Et ça, c'est quelque chose qui est important. Et ça, pour moi, ça doit se faire dans le collaboratif et sereinement. On n'est pas là en train d'agiter un chiffon rouge. Et votre association, elle est plutôt bien vue par les hommes? Elle est plutôt soutenue? Ou est-ce que être féministe, c'est encore tabou en montagne aussi? Bon, je dirais que c'est tabou dans la société de manière globale, mais en tout cas, le féminisme prend plus de visibilité. Et pour moi, c'est tant mieux, parce que ça veut dire qu'on arrive à porter des combats comme on peut être féministe, comme on peut être écologiste. Pour moi, ça ne doit pas être un tabou, et c'est pas un vilain mot que de dire cela. Aujourd'hui, on a constaté ces inégalités. Pour pouvoir les éradiquer, on a besoin effectivement d'avoir un mouvement de fond. Il se trouve qu'il s'appelle comme ça parce que la minorité, enfin, c'est pas une minorité, on est quand même une majorité, mais on est quand même la partie qui ne bénéficie pas des avantages de l'autre. On est dans un pays qui prône l'égalité. Et ça, c'est un point qui est important. Donc, il faut rééquilibrer tout ça. Ça s'appelle le féminisme, c'est comme ça. Si les hommes avaient été la partie perdante de l'histoire, on l'aurait peut-être appelé différemment, et je pense pas qu'on en aurait fait tout un foin, quoi. Donc, pour le coup, voilà, c'est comme ça. Oui, effectivement, pour moi, c'est pas un gros mot. C'est un combat qui est un peu plus large que les femmes, parce que c'est un combat qui touche à l'équité, à la justice dans ce pays, pour les femmes, pour les enfants, pour l'écologie, l'environnement. Nous, on a choisi de l'aborder sous cet angle professionnel, parce que c'est vraiment celui qui nous touchait et qui nous importait. Bon, voilà, oui, c'est du féminisme, effectivement. Maintenant, on n'est pas non plus dans l'extrême. Mais même si on sent que certains hommes, et de plus en plus, commencent à prendre part à ce débat, ils sont encore assez loin. Ce matin, on le voyait, on a fait une marche sur le leadership féminin avec Pau et le festival Femmes en montagne. Il n'y avait que des femmes, aucun homme n'était là. Comment est-ce qu'on peut les rallier en fait à cette cause qui est la leur aussi en fait? Ce que je trouve paradoxal, c'est qu'en fait, dans les leaders d'entreprises en montagne, puisqu'on parle de la montagne, tout le monde n'est pas leader.
C'est-à-dire que les places sont quand même rares. Des directions générales, des présidents d'entreprise, des maires, des élus, tout le monde n'est pas le chef. Il en faut un ou une, en l'occurrence. Donc, que ce soit des femmes ou des hommes, tous ne sont pas chefs, tous ne sont pas cadres, tous ne sont pas directeurs, directrices ou présidentes de structures. Aujourd'hui, la prise de parole, je pense aussi qu'elle concerne les hommes, parce que la censure, c'est pas une exclusivité féminine, malheureusement. Tout le monde voudrait être calife à la place du calife, très bien. Exprimez vos compétences, que vous soyez une femme ou un homme, finalement, ça n'a pas réellement d'importance. Et c'est là que je pense que l'approche du discours des femmes peut être bénéfique aux hommes, parce que nous sommes contraintes par un système qu'on va dénommer, quand on est féministe, effectivement un système plutôt patriarcal, et qui est argumenté, qui est posé, mais qui est aussi une contrainte pour les hommes, en fait. Et aujourd'hui, elle les pousse à être dans l'hyper-compétitivité, de savoir qui va être le meilleur, qui va faire ci, qui va faire ça, alors qu'en fait, le collaboratif, c'est quand même vachement plus productif et efficace, quoi. Merci beaucoup, Natacha. Merci à toi. Ce que je retiens de cet entretien avec Natacha, c'est son calme. La quête de l'égalité peut et doit se faire dans le respect et le partage. On ne peut que déplorer l'absence des hommes lors des débats féministes. Un monde et une montagne plus justes et plus équitables et profitables à tous, et autant à l'environnement qu'à l'économie. Je retiens aussi que l'éducation a un rôle fondamental et qu'il convient de questionner nos archétypes. Enfin, il ne suffira pas de dire ou de dénoncer pour que les mentalités changent. L'évolution des femmes au poste à responsabilité dépend aussi d'une évolution du système, notamment concernant le quotidien et les services proposés. En montagne comme ailleurs, il est grand temps de prendre la mesure du changement qui s'impose. Quelques mots avant de vous quitter, Mountain Changemakers est un collectif qui regroupe des entreprises, des collectivités, des associations et des experts qui œuvrent ensemble pour comprendre, imaginer et inspirer la montagne de demain. Pour en savoir plus sur notre association et nos actions, rendez-vous dans la fiche de description de ce podcast. À très vite.